Salut à toutes et à tous, salut Clément. Salut Pierre. Alors aujourd'hui on s'est rendu chez Charlie et avec tous les ingrédients qu'on a trouvés dans ses placards et dans son frigo, on a réussi à vous concocter 3 recettes. Clément, je te laisse nous en dire un petit peu plus. Eh bien en entrée, on va vous faire un petit blini de coquillettes. Comme plat, on vous propose un pain perdu aux chèvres. Et enfin, on terminera par un petit brownie au chocolat. Eh bah ça m'a l'air délicieux tout ça, je pense qu'on va encore se régaler aujourd'hui. On passe tout de suite à l'entrée. Alors chez Charlie, on a trouvé un reste de coquillettes dans le fond de son frigo et on s'est dit que ce serait quand même dommage pour une émission de cuisine étudiante de ne pas cuisiner des pâtes de la semaine. Alors on a réfléchi un petit peu et on a trouvé une recette originale pour une entrée. Oui, donc le blini de coquillettes, donc c'est une recette où l'intérêt c'est d'utiliser un reste de pâte froid qui traîne dans votre frigo. Si vous ne savez pas quoi en faire, plutôt que de le jeter, la recette qu'on va vous proposer tout de suite est une manière de recycler les pâtes. Et c'est très bon, ça change un peu des choses qu'on a l'habitude de manger d'habitude. Et vous allez voir qu'on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour cuisiner cette recette. D'ailleurs, on regarde tout de suite les ingrédients nécessaires. Pour réaliser cette entrée, vous avez besoin de quelques tranches de bacon, un reste de coquillettes, des œufs, du gruyère râpé, du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Alors on va passer tout de suite à la cuisine. Clément, comment ça se passe ? Alors ça se passe, on va commencer par la garniture. Donc nous on a choisi de garnir avec du bacon, mais vous pouvez garnir avec ce que vous voulez, hein, vraiment des légumes type poivron, oignon, des lardons, c'est vraiment selon vos goûts. Nous on avait du bacon, donc on l'a fait avec du bacon. Donc on va commencer par cuire le bacon à peu près 1 minute par face. Donc on va mettre un peu d'huile d'olive. D'accord, je te passe l'huile d'olive. Pour deux grosses galettes, à peu près, on va partir sur combien de tranches ? Deux tranches de bacon ? Ouais, 2 ou 3, hein, ça c'est pas trop critique. Ça dépend un peu de vos goûts. Si vous voulez que ça ait vraiment le goût de pâte ou si vous voulez qu'il y ait une garniture riche en viande. Donc on le coupe en lardons finalement. Oui, c'est ça. En petits morceaux. D'ailleurs, si vous avez chez vous des lardons, vous pouvez très bien utiliser des lardons. On coupe pas trop petit parce que le bacon va réduire un petit peu au moment où on va le saisir. Donc voilà. Je le verse dans la poêle ? On le verse directement dans la poêle. Et là c'est parti. Et si tu peux me passer la spatule. Je te passe la spatule Clément. Voilà. Voilà. Et donc là on va faire revenir un petit peu les morceaux. Pendant ce temps-là, Pierre, on va préparer les œufs. Donc d'accord. Tu vas casser 2 œufs. Très bien. En fait, l'œuf, c'est vraiment ce qui va apporter le liant entre tous les ingrédients. Hein. Donc, je bats les œufs. Hein. C'est voilà, ça. Tu bats les œufs. Hein, très bien. Le bacon, Clément, voilà, donc là, on a saisi notre bacon. Qui est légèrement grillé, mais pas trop, parce que sinon ça va être trop sec. Donc on peut l'arrêter. D'accord. Je mets toutes les coquillettes. Oui, tu peux tout mettre. Voilà. Voilà, on mélange bien. Ensuite, on va ajouter le bacon qui est cuit. On ne sale pas, on ne poivre pas la préparation ? C'est le bacon qui... Ouais. D'accord. C'est le bacon qui va saler. Peut-être un tour de moulin à poivre ? On peut mettre un petit tour assaisonner de moulin à poivre. Voilà. Voilà, donc tout de suite on va remélanger la préparation. Faudra pas oublier de mettre le gruyère. Le gruyère également, c'est ce qui va permettre de tenir la préparation aussi, hein, c'est ça. Donc, progressivement, on va incorporer le gruyère. C'est toujours pareil, hein. Si vous avez d'autres fromages chez vous, ça marche aussi, c'est un petit peu selon les goûts. On peut très bien imaginer le faire avec du morbier, du roquefort, ça change, c'est original, ça change le goût. Même avec du chèvre. Hein, même avec du chèvre. Le seul problème, c'est qu'on a le gruyère sert vraiment de liant et fait en sorte que le blini reste compact. Alors, on va pouvoir passer à la cuisson. On va pouvoir passer à la cuisson. Donc, on va remettre un petit peu d'huile d'olive dans le fond de la poêle. Ouais. Un petit peu, ouais, c'est pas. On aime bien l'huile d'olive. On aime bien l'huile d'olive. Voilà. Voilà. Et puis donc, on va venir déposer notre emporte-pièce. Tu me dis, c'est bon, je peux... Voilà, tu peux directement ajouter la préparation dans l'emporte-pièce. Alors, en quelle quantité ? Oh, bah là... Comme ça ? Ouais. D'accord. Voilà, on va la déplacer.
Tu veux le petit couvercle pour la presser? Pour la presser un petit peu, histoire de bien compacter. On peut même limite le laisser pour la cuisson. Ouh, attends, à mon avis, tu peux attendre encore un petit peu. Ouais. Parce que il faut quand même faire attention, il faut pas non plus faire les galettes trop épaisses, sinon le dessus ne va pas du tout être cuit. Et quand vous allez les retourner, forcément ça va partir dans tous les sens. Donc c'est vrai que faites attention à pas faire des galettes trop épaisses. On va la represser un petit peu. On la represse un petit peu. On va la represser un petit peu. Repressons la galette. Pas hésiter à la bouger pour pas que ça attache. Voilà. Alors on va passer à l'opération délicate. Je laisse la responsabilité à Clément de retourner la galette. Tu veux peut-être un coup de main? Ouais. J'ai l'impression que que tu as du mal avec ta galette. D'accord. Clément. C'est une recette, comme vous pouvez le voir, très simple à réaliser. Et vous êtes sûr du résultat? Si vous voulez être sûr de ne pas la casser en la retournant, vous la laissez cuire encore un petit peu côté face. Non, en fait c'est ça, l'astuce, c'est surtout qu'il faut, un long temps de cuisson sur la première face pour que la cuisson monte jusqu'en haut de la galette et que du coup on ait une galette qui soit déjà prise avant de la retourner. Là le problème c'est qu'on essaye de la retourner un petit peu tôt et du coup le dessus n'est pas encore cuit, donc forcément quand on va la retourner... Non mais attends, je vais prendre avec le... On va la démouler. C'est chaud, un petit peu. Hop. Ah, la deuxième risque d'être peut-être plus belle. Ça m'a l'air mieux là pour la retourner déjà, non? Ouais. Faut pas que tu hésites, hein, vas-y d'un coup sec. Hop là. Voilà. Voilà. C'est pas magnifique? Donc vous voyez vraiment, ce qui est important, c'est le temps de cuisson. C'est juste que là, on a peut-être essayé de la retourner un petit peu tôt tout à l'heure et du coup, c'est vrai qu'on a eu un peu de mal. Alors c'est pareil, là nous, la quantité de l'œuf c'est pas trop critique. Si vous voulez que ça se rapproche un peu plus d'une omelette et qu'avoir un peu plus le goût d'œuf, vous en mettez beaucoup. Mais on aurait pu mettre encore moins d'œuf que ça, hein, où là vraiment, ça aurait été juste pour lier. Et l'ajout de gruyère pour lier également et donner un petit peu de goût, quoi. Bah, ce qui est intéressant en fait dans cette recette, c'est que c'est vrai qu'on part des ingrédients basiques de pâtes d'un étudiant, ou des coquillettes, du jambon, du fromage, et finalement on arrive à en faire quelque chose d'un petit peu original par rapport à un simple plat de pâtes dans une casserole. Donc en termes de présentation, ça permet de changer un petit peu d'habitude. Alors faites attention, il ne faut pas non plus les laisser trop cuire parce que sinon on va enlever du moelleux, ça va avoir un petit côté un peu sec si on les laisse trop longtemps dans la poêle. Donc l'intérêt c'est quand même d'avoir un côté un petit peu ce qu'on appelle baveux en fait pour une omelette. Bah, c'est un petit peu pareil dans la galette, si le milieu est un petit peu moelleux, c'est plus intéressant que de l'avoir laissé complètement cuire. Je pense que celle-là on va pouvoir la sortir. Bien, je sors la galette. Sortons la galette. Donc je la retaille juste un petit coup. Sur ma planche, tu vois, parce qu'elle a quand même pris voilà, comme ça on a une galette bien ronde. Je pense qu'on n'est pas mal non plus. Hop là. On va pouvoir la tailler comme la première. Le grand tailleur de galettes. Exactement. Des années d'expérience dans le taillage de la galette. Hop. Bon, on va pouvoir passer au dressage. Eh bien, voici. Bon, pour ceci, on a pris juste une petite ardoise. Et là, on va aller au plus simple. On va déposer nos deux galettes à cheval. Et voilà, vous avez une entrée magnifique. Alors Clément, on va regarder tout de suite le budget nécessaire pour cette entrée. Vous allez voir, c'est vraiment tout petit. Pour réaliser ce blini de coquillettes, Pierre et Clément ont dépensé la somme de 1,50 €. Alors voilà, notre entrée est terminée. On va pouvoir tout de suite passer au plat. Clément, c'est parti pour le plat.
Alors pour ce plat, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'ingrédients, mais en fin de compte, c'est une recette qui est assez accessible pour les étudiants puisque c'est des ingrédients qui sont relativement simples et pas très coûteux. On va d'abord regarder les ingrédients nécessaires à la réalisation de notre pain perdu aux chèvres et ensuite on passera à la préparation. Pour réaliser ce plat, vous avez besoin de fromage de chèvre, un oignon rouge, un morceau de pain, du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, du poivre, des tomates, des œufs, du sel, du miel, du thym, du lait, de la salade. Alors, pour cuisiner ce plat, on va commencer par quoi, Clément? Eh bien, on va commencer par préparer la compotée. Exactement, puisqu'en fait, c'est ce qui prend le plus de temps à préparer. Comme ça, on aura le temps de faire nos petites préparations en même temps par la suite. Alors, comment ça se passe pour la compotée? Donc, on va commencer par couper un oignon. Exactement. Donc, l'idéal, c'est d'avoir un oignon rouge. Si vous n'avez pas d'oignon rouge, c'est pas grave. Ça marche aussi avec des oignons blancs. C'est pas mon. Nous, on a fait un parti pris parce que ça a une saveur un peu différente, c'est un peu plus sucré et c'est surtout que ça donne une belle couleur à la compotée. Et puis même en termes de présentation, les petits quartiers d'oignons rouges, c'est toujours plus sympa. Alors faites bien attention quand vous épluchez votre oignon de bien retirer les couches supérieures parce que sinon ça amène un mauvais goût et c'est pas digeste en plus. Donc on retire toujours le centre, ce qu'on appelle le germe de l'oignon, et aussi les couches extérieures. Donc pour cette compotée, on met quoi comme quantité Alors ça dépend du nombre de personnes. Là, comme on part pour un plat pour 2 personnes, on va mettre un oignon et 2 tomates. Pour 4 personnes, on pourrait partir sur le double, hein, sur un peu plus. Il faut savoir que cette compotée, elle sert de condiment, d'accompagnement, mais c'est pas ce qui fait en soi le plat. Donc c'est pas nécessaire d'en mettre énormément dans l'assiette, hein. Voilà, donc je vais couper mon oignon. Pierre, est-ce qu'on a des petites astuces à donner aux étudiants pour ne pas pleurer lorsqu'on coupe un oignon? Alors oui, il y a plusieurs astuces. La première, ce serait de se mettre sous une hotte, finalement. Nous n'avons pas de hotte, donc on ne peut pas utiliser de hotte. La deuxième, c'était une astuce que tu m'avais donnée, Clément, c'est éventuellement de se mettre sous l'eau, en fait, d'éplucher l'oignon sous l'eau et de le couper sous l'eau, puisque l'eau va retenir le gaz. Et la dernière astuce... Il y en a une autre aussi qu'on peut souligner, c'est que vous les mettez, si vous avez un freezer ou un congélateur ou au frigo, c'est un peu plus long, vous la mettez au frais, vous mettez votre oignon au frais, pardon, et ça va, le fait de le mettre au frais, ça va retenir justement le gaz qu'il libère. Faut pas le laisser trop longtemps. Faut pas le laisser trop longtemps, ça peut être désagréable. Faut garder à bonne température. Exactement. Et la dernière astuce des plus importantes... la dernière astuce, c'est de mettre des lunettes. De mettre des lunettes de piscine, que nous n'avons pas ici. Nous n'avons pas ici malheureusement parce que nous sommes dans une cuisine, mais si vous avez ça chez vous, n'hésitez pas, vous mettez des lunettes de cuisine. Exactement. Donc, on va continuer à tailler notre oignon. Donc Pierre, les oignons, est-ce qu'il faut les hacher finement ou est-ce que c'est pas trop critique Alors, si, c'est quand même préférable de les hacher assez finement, puisque comme on part sur une compotée, si on retrouve des gros morceaux d'oignon, ce sera pas agréable en bouche. Donc là, on essaye de partir vraiment sur une petite émincée d'oignon, qui d'ailleurs est prête. Donc tu vas pouvoir mettre à chauffer la poêle. Donc on met à feu moyen? À feu moyen, puisqu'il faut que ça compote, comme le nom l'indique. Et c'est pas quelque chose qu'on doit saisir. Voilà, qu'est-ce qu'on ajoute? Est-ce qu'on ajoute un peu d'huile d'olive? Je veux bien... Je te passe l'huile d'olive. Juste un filet? Tu peux quand même y aller, voilà, ouais, ça c'est très bien. Donc là on a une petite cuillère à soupe d'huile d'olive, oui, en quantité. On va attendre que ça chauffe 2 minutes. Hop. Ça chauffe, hop là. Et on verse nos oignons. Là, ça va être généreux pour 2 personnes. C'est vrai qu'on est parti sur un oignon, mais bon, ça fond. À la cuisson, ça diminue. En attendant, donc Clément, je te laisse t'occuper des oignons. Ouais. En attendant, je vais tailler la tomate. Donc toujours pareil, comme c'est une tomate qui va pour la compoter, on va essayer de retirer le maximum de choses qui peuvent être désagréables en bouche. Donc en fait, l'idéal serait même de la peler. Donc petite astuce pour peler la tomate, Clément, tu la connais? Pas du tout. Il ne connaît pas ces astuces, Clément, ça va pas du tout. L'astuce pour peler une tomate, en fait, c'est vous la plongez quelques minutes dans l'eau bouillante, vous la sortez de l'eau bouillante, vous la mettez sous l'eau glacée, et là vous allez voir la peau de la tomate se décolle toute seule.
Ici, on va pas le faire pour une question de temps. C'est pas très grave, même chez vous, si vous n'avez pas le temps ou un petit peu la flemme, c'est pas très grave si vous enlevez pas la peau. Ce qui est important en revanche, c'est de retirer les pépins qui se trouvent à l'intérieur de la tomate, parce que ça, à la cuisson, ça va pas s'assouplir, ça va pas devenir moelleux et ça va rester croquant. Et donc, c'est quand même assez important de les retirer, de garder vraiment la chair de la tomate sans la pulpe. Bon, je vais avoir fini de tailler ma tomate. On va pouvoir l'ajouter à notre préparation. Donc on va l'ajouter avec l'oignon. Exactement. Alors il faut toujours cuire l'oignon avant la tomate parce que l'oignon c'est beaucoup plus long à cuire. Exactement. L'oignon met beaucoup plus de temps. Je vais t'ajouter des tomates, Clément, si tu veux bien. Et alors au moment où on rajoute la tomate, on n'a vraiment pas besoin de rajouter de corps gras ou d'huile d'olive parce que, vous voyez, on l'entend, la tomate est vraiment gorgée d'eau. Et du coup, ça va vraiment venir faire une petite pellicule d'eau au fond de la casserole. Alors là, tu vas pouvoir baisser le feu. Tu vas pouvoir baisser le feu pour qu'on ait le temps de préparer en attendant notre préparation pour les pains perdus et puis également notre petite vinaigrette au miel qui va accompagner notre salade verte. Alors, pour la vinaigrette, on part sur une vinaigrette sans moutarde ici. Chez vous, vous pouvez très bien la faire de manière classique, c'est-à-dire moutarde, huile de type colza, tournesol, qui est donc assez neutre, qui n'a pas trop de goût prononcé. Nous, ici, vu qu'on ne met pas de moutarde, on part sur une huile d'olive pour justement récupérer un petit peu ce goût d'olive. Accompagné du coup d'un vinaigre balsamique pour faire le petit rappel de la compotée. Donc on démarre tout de suite. Je vais garder les mêmes proportions que Clément avait dit ces derniers jours, c'est-à-dire une cuillère de vinaigre pour 3 cuillères d'huile. C'est ça, voilà. Donc je mets mes 3 cuillères d'huile. Alors il faut savoir qu'aussi, de préférence, si vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, c'est meilleur en termes de goût, parce que c'est une huile qui est déjà bien parfumée. Et pour la santé, c'est quand même beaucoup plus sain que de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza. Le mieux même encore, normalement, c'est de changer le plus possible d'huile. C'est en général ce que recommandent les médecins, c'est vrai, c'est de varier les huiles au maximum. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certaines marques d'huile, qu'on ne citera pas ici, qui font des mélanges de différentes huiles et qui du coup proposent directement un mélange un petit peu plus sain que d'habitude. Voilà, je viens de mettre une pincée de sel, je vais mettre quelques tours de moulin à poivre, et là je vais ajouter mon ingrédient secret, mon miel. Alors du miel, n'importe quel miel. Là je mets du miel toute fleur de base qu'on trouve dans le commerce, c'est même les miels qu'on trouve les moins chers, hein, parce que c'est vrai que si vous commencez à aller chercher des miels de fleurs en particulier ou d'acacia, etc., ça va tout de suite vous coûter un petit peu plus cher. Là je suis parti sur un miel toute fleur de base. À savoir ce miel, pourquoi je le mets dans ma vinaigrette? Tout simplement en fait parce que ça va venir, le pain perdu au chèvre, ça va venir rappeler un petit peu le côté chèvre chaud. Et ça se marie super bien avec le chèvre, le miel. Donc c'est vrai qu'on va venir mettre une cuillère de miel, une demi-cuillère à soupe, hein, vous ne mettez pas une cuillère entière. On va pas en mettre de trop parce que c'est quand même très sucré, hein, le miel. Et puis là aussi on a utilisé un vinaigre balsamique qui est un vinaigre qui est beaucoup plus sucré que du vinaigre de vin rouge classique. Hein. Exactement, on a déjà le sucre du vinaigre balsamique, donc il ne faut pas non plus surenchérir de trop avec le miel. Voilà, est-ce qu'on... Au niveau de la compotée, tu vas pouvoir remonter un petit peu le feu et on va déglacer les sucres au vinaigre balsamique. Donc là, on va montrer tout de suite comment les tomates ont bien réduit avec les oignons. Hein. Voilà, donc là, on a vraiment une compotée, quoi. On est arrivé à la consistance souhaitée. Voilà. Donc tu vas pouvoir augmenter un peu le feu. Ça va avoir deux intérêts. Déjà de réduire l'humidité qu'il y a présente dans la préparation. Donc de rendre quelque chose un petit peu plus compact qui nous facilitera le dressage. Et ensuite ça va commencer à caraméliser les sucres qu'on va venir chercher avec le vinaigre balsamique qui vont se décoller du fond de la poêle. Alors là ça va être parfait, on va avoir un condiment qui va avoir plein de goût, un bon goût de vinaigre balsamique, de caraméliser comme ça va être... Je vais te mettre notre vinaigre balsamique. C'est tout. Alors pareil, c'est un petit peu à votre convenance. Moi je vais en mettre un petit peu comme ça. Voilà, est-ce qu'on peut encore augmenter le feu ou c'est bien là? Là ça m'a l'air pas mal. Voilà, hein, on voit qu'il est en train de... Voilà, donc n'hésite pas à bien remuer, à bien racler le fond de la casserole. En attendant, moi je vais préparer du coup notre préparation lait et œufs pour imbiber les pains perdus. Donc c'est parti. Pour ceci j'ai besoin de 2 œufs.
que je vais venir battre dans mon petit saladier. Donc ça, c'est une préparation pour pain perdu classique, hein. Le pain perdu, ça se fait toujours avec des œufs et du lait. Après, si c'est sucré, on y ajoute du sucre vanillé, pourquoi pas. Là, comme on le fait salé, on va mettre œuf, lait, pincée de sel, du poivre, et on va y ajouter, pour que ça se marie bien avec le chèvre, un petit peu de thym. On va juste montrer, donc après déglaçage, on a vraiment le vinaigre balsamique qui est venu foncer notre compoté, hein, donc c'est vraiment ce qui va donner du goût. Et alors, une fois ce déglaçage, Pierre, est-ce qu'on coupe complètement le feu là, ou on laisse non, là c'est bien, c'est cuit. Voilà. Tu vas pouvoir arrêter la plaque et puis réserver notre préparation sur le côté. On la réutilisera tout à l'heure pour le dressage. Notre compotée est prête. Donc je disais, je suis en train de préparer mon appareil pour nos pains perdus. Donc j'ai mis mes 2 œufs que je vais battre. Et je vais y ajouter ensuite le lait. Tout simplement. On est sur quelle quantité à peu près, Pierre, au niveau des œufs et au niveau du lait? Alors, je dois bien t'avouer, Clément, que moi, en général, la préparation pour pain perdu, je la fais un petit peu à l'œil. Je n'ai pas spécialement de proportion. C'est pas critique. C'est pas, c'est un peu comme les appareils qu'on fait pour des tartes, des quiches. Là, j'ai mis 2 œufs, je pense qu'une 15 centilitres de lait à peu près pour 2 œufs. Voilà, donc mes œufs sont battus. J'ajoute le lait. Évidemment, comme Pierre est un cochon, il en met partout. Donc voilà, j'ai ma préparation, j'ai déjà mis mon sel, je vais mettre le thym dedans s'il te plaît. Voilà, donc là c'est... Alors c'est pareil. C'est pour la couleur ou ça va vraiment... Ah non, c'est pour le goût. Le thym, oui, c'est clairement pour le goût. Hein. Parce qu'en plus, on va quand même être généreux en thym, c'est vraiment bon d'avoir un petit goût de thym. Ça rappelle la Provence. Hein. Voilà, je termine par un petit tour de moulin à poivre. Et notre appareil va être terminé. Voilà. Donc on le réserve sur le côté. On le réserve sur le côté. Il ne nous reste plus pour terminer qu'à préparer nos pains perdus. Alors c'est l'étape selon votre pain qui va être un petit peu délicate ou non. Il faut savoir que pour le pain perdu, on n'a pas besoin de s'embêter à aller chercher du pain en boulangerie. Le pain industriel, c'est parfait. Parce qu'en plus, il a une texture un petit peu plus carton qui va nous faciliter la découpe et le remplissage avec le chèvre. Et de toute façon, une fois qu'après il va être imbibé dans le mélange et saisi à la poêle, on va perdre ce côté industriel et on va retrouver une bonne mâche, un croustillant, etc. Alors pour la réalisation, vous allez couper des tronçons à peu près de cette taille et vous allez les entailler sur la moitié du crouton. Donc c'est-à-dire qu'on va venir entailler ici au milieu et pas jusqu'au bout. Comme ça, vous obtenez un crouton qui peut un petit peu s'ouvrir. Et c'est à l'intérieur de ce tronçon de pain qu'on va venir mettre notre chèvre. N'hésitez pas avec votre doigt. C'est toujours un petit peu tendancieux la cuisine. À venir farfouiller dans votre pain pour aplatir un petit peu la mie, pour avoir la place pour mettre le chèvre. Pour avoir la place pour remplir. Exactement. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que pour cette recette, c'est plus facile de le faire avec un pain qui est plutôt mou. Parce que justement, quand vous allez le couper comme ça, il va se tenir au moment où vous allez le remplir. Tandis que si vous avez un pain très sec, au moment où vous allez le couper en deux et que vous allez vouloir le garnir, il va casser, il va s'émietter. Du coup, ça va être moins facile. Exactement. Alors, soyez généreux en chèvre. Hein, parce que bon, le pain, c'est quand même assez sec. Donc, il faut qu'il y ait du fromage à l'intérieur. Il ne faut pas en mettre un tout petit peu. Voilà, on remplit. On referme et ça, grâce à l'œuf et à notre préparation avec du lait, ça va se tenir à la cuisson, ça va former vraiment après une sorte de petit gâteau qui va se tenir et ça va être, vous allez voir, délicieux. Nos pains perdus sont prêts, on va pouvoir venir les tremper dans notre préparation d'œufs, de lait, de thym, sel, poivre, etc. Est-ce qu'on fait mariner ou est-ce qu'on fait vraiment juste un aller-retour? Alors attention, on va pas mariner le pain parce que sinon la mie risquerait vraiment de s'étaler partout et c'est pas ce qu'on cherche. On va venir le tremper généreusement pour que ça soit pas sec, mais tu vois là, je pense qu'on est bien. Et voilà, on va venir. La plaque est chaude? La plaque est chaude. Hop, on vient saisir notre premier pain. Voilà, donc évidemment dans la poêle, je sais pas si on peut montrer, on a l'œuf qui déjà va coaguler en bas. Exactement. Et donc c'est vraiment l'œuf qui va faire tenir le pain un peu sur le principe du blini de coquillette. Hein.
Donc là, Pierre, on va laisser à feu moyen. Alors exactement, donc là il y a une cuisson qui va partir sur, je dirais 10 minutes à peu près. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut qu'on soit vraiment sur une cuisson modérée. Hein. Sinon l'œuf va très vite... Voilà. va très vite caraméliser et avoir une couleur pas forcément... On va juste toujours faire en sorte qu'ils ne s'attachent pas. Oui, bah là, de toute façon, avec la quantité d'huile que tu as mis, Clément, je pense que ça ne risque pas d'attacher. Alors Clément, je pense que là, notre première face doit être pas trop mal, on va pouvoir les retourner. Vous voyez, ça, c'est la couleur idéale pour notre pain perdu. Hein. Donc on l'a bien laissé revenu, quoi, hein, bien... On l'a laissé à peu près 5 minutes. 5 minutes. Voilà, donc on va montrer, c'est vraiment saisi. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Donc on va laisser 5 minutes de l'autre côté. Il faut vraiment que ça chauffe, hein, parce que l'intérêt aussi de ça, c'est quand on va couper le pain, le chèvre va couler, va fondre, et ça c'est vraiment le côté agréable. Ça rappelle presque le fondant au chocolat ou des choses comme ça, et on a un côté vraiment coulant qui est agréable. Alors Clément, là nos pains perdus sont presque prêts. Tu vas pouvoir commencer à dorer les faces extérieures. Pendant ce temps, je veux bien l'ardoise. On va commencer tout de suite le dressage pour ne pas perdre de temps. Donc on dresse ça. Nous on aime bien les ardoises dans la tasseuse. C'est vrai qu'on dresse souvent sur des ardoises, mais ça a tout de suite un côté très graphique. Je vais commencer par la petite compotée de tomates. Donc notre compotée, l'intérêt c'est qu'elle soit un petit peu tiède. Hein. Ah oui, bah, c'est même chaud. Hein. L'idéal c'est chaud. Si vous pouvez le réchauffer un petit peu chez vous, c'est mieux. Hein. Ici on n'a qu'une plaque, donc c'est vrai qu'on est un petit peu obligé de faire avec les moyens du bord. Mais... Alors bah oui, non. Tu peux me mettre à côté si je mets le porte-pièce. Voilà, très bien. Donc pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. On va dresser notre salade. Donc vous venez déposer un petit peu de salade. Une petite salade verte, hein, ce que vous aimez, ce que vous préférez. Vous pouvez faire avec de la mâche, de la batavia, de la laitue, de la scarole. On vient mettre notre vinaigrette au miel. Allez-y généreusement parce que le côté miel c'est intéressant, donc il faut quand même qu'on sente la vinaigrette. Hein. Voilà. Et là on va pouvoir dresser nos pains perdus. Je vais sortir ça. Hop, une petite pincée de thym sur le tout. Et nous avons notre plat qui est prêt. Régalez-vous. Donc voilà, on a terminé notre plat. On va regarder tout de suite le budget nécessaire pour le réaliser. Vous allez voir qu'il n'est pas très élevé parce qu'en fait on part avec du pain, des tomates, c'est pas des ingrédients très chers. On regarde tout de suite le budget. Pour réaliser ce pain perdu aux chèvres, Pierre et Clément ont dépensé la somme de 4 €. Maintenant que nous avons terminé notre plat, et que l'équipe technique est en train de se régaler, on va pouvoir tout de suite passer à la préparation du dessert. C'est maintenant. Alors chez Charlie, on a trouvé du chocolat et on s'est dit on va partir sur une recette un petit peu gourmande. Clément, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est tout simplement un brownie, hein, parce que le brownie c'est vraiment un dessert qui est très simple à réaliser et en fait on a besoin de peu d'ingrédients. C'est des ingrédients que vous avez forcément chez vous. Et alors justement, c'est le moment pour nous de regarder les ingrédients nécessaires pour réaliser ce brownie. Pour réaliser ce dessert, vous avez besoin de chocolat noir, un œuf, de la farine, du beurre, du sucre. Alors maintenant que vous avez tous les ingrédients nécessaires, on va pouvoir passer à la préparation. Alors on commence par quoi, Clément ? On commence par aller préchauffer le four. Hein, d'accord. Donc, on préchauffe le four à peu près à 170 degrés. Hein. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que le brownie nécessite une cuisson pas trop forte pour pouvoir se faire une petite croûte au-dessus qui est assez caractéristique de ce gâteau. Donc on part sur 170 degrés, pas plus. Et donc nous, on est sur un four à chaleur tournante. Chez vous, si vous êtes sur un four à chaleur constante, n'hésitez pas à partir sur une cuisson même encore un petit peu plus basse, donc 160 degrés peut-être maximum. On attaque ? On attaque. Eh ben c'est parti. Du coup, on va commencer par faire fondre le chocolat et le beurre. D'accord. Voilà, le chocolat, pour accélérer la fonte,
Coupez-le en petits carrés, ne mettez pas la demi-plaque directement dans la casserole. Donc là, on a à peu près 90 grammes de chocolat. D'accord. On va pouvoir même mettre le beurre en même temps, puisque les deux doivent être fondus, donc je te laisse ajouter le beurre. Voilà, donc là on a à peu près 25 à 30 grammes de beurre. C'est ça. N'oubliez pas, avant de ranger le beurre dans votre frigo, d'en prélever un petit morceau et de le réserver sur le côté, ce sera pour beurrer votre moule tout à l'heure. Donc c'est important de... Et non pas bourrer votre moule, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, t'es peut-être un peu fort là, Clément? Ah non, je suis au minimum là. T'es au minimum là? J'en fous partout sinon. Donc Clément est en train de faire fondre le chocolat. Ensuite, une fois que tout sera fondu, on va pouvoir progressivement ajouter le sucre, la farine et l'œuf. Donc là, on peut montrer, on a vraiment notre chocolat qui est bien fondu et vous voyez, on a vraiment une pâte bien consistance homogène. c'est vraiment bien liquide comme il faut. Ça va aller très bien. Donc, tu vas même pouvoir du coup la verser dans notre saladier. Voilà. Maintenant qu'on a notre chocolat fondu, on va pouvoir ajouter nos ingrédients petit à petit. On va commencer par le sucre. Donc on va verser notre sucre. Donc là on a à peu près 60 grammes de sucre. C'est ça. C'est ça, hein. C'est ça. Donc là on est parti sur un brownie pour 2 personnes. Vous voyez la taille du moule, c'est pas un moule qui est très gros. Hein. Ça vous le coupez en deux, vous avez 2 parts de brownie. Hein. Et même pour les gourmands, j'en connais certains ici, je dirais que ce moule suffirait à une seule personne. Voilà, donc voilà, on mélange bien le sucre avec le chocolat et le beurre fondu. On fait attention à ce que ça ne fasse pas de grumeaux. Voilà, et ensuite on va venir ajouter la farine. Exactement. Donc la farine, c'est vraiment l'ingrédient qui va vraiment lier, qui va venir faire épaissir et qui va donner un aspect un peu gâteau, quoi, qui va faire en sorte que... Ce qui est un petit peu le principe du brownie, Clément. Qui est un petit peu le principe du brownie. Sinon, vous aurez du chocolat chaud fondu, tout ça. De la même manière, alors c'est vrai qu'en cuisine, c'est toujours mieux de tamiser sa farine. Ça évite tout simplement à ce qu'il y ait des gros morceaux de farine qui restent compacts et du coup que ça crée des grumeaux dans notre pâte. Là, on ne le fait pas parce que bon, ça m'étonnerait qu'en tant qu'étudiant, on ait le temps de s'embêter à tamiser la farine avant que ça parte au four. Et bon, pour un brownie, franchement, c'est pas bien nécessaire. Il y a du sucre, de la farine et on va ajouter notre œuf. Voilà, alors qu'est-ce qui va venir faire l'œuf Ah bah c'est tout simplement pour que la pâte prenne en fait. S'il n'y a pas d'œuf, ça restera de la pâte ça va cuire mais ça va pas prendre. Et ça va être très sec, sans doute. Ah bah ça sera, pour ne pas dire dégueulasse. Donc on ajoute un œuf entier, hein, les blancs, les jaunes, c'est ça aussi qui est pratique dans cette recette. C'est qu'il y a beaucoup de gâteaux où c'est nécessaire de battre les blancs en neige, de faire prendre le jaune de l'œuf avec du sucre, etc. Là, on envoie tout dans le saladier, on remue et c'est prêt. Donc c'est vrai que c'est le côté simple de la recette qui nous a un petit peu séduite aussi pour réaliser cette recette pour des étudiants parce que c'est quand même assez simple. Alors pour beurrer le moule, il n'y a pas 36 solutions, il faut mettre les doigts. Il faut mettre les doigts, Clément. Il faut mettre les doigts parce que sinon vous allez vraiment... Ah bah, si on ne met pas les doigts, le beurrage du moule, je ne sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas, il sera raté. Donc j'y vais avec les doigts. Bon, en vérité, il y a d'autres astuces. Si vous avez, il existe des petits pinceaux en cuisine en silicone. Vous faites fondre votre beurre, vous étalez dans le fond du moule, c'est pareil. Mais nous, on trouvait ça plus glamour de le faire avec les doigts. Donc, on le fait avec les doigts. Bien sûr, n'hésitez pas à vous laver les mains avant. Question d'hygiène. C'est toujours mieux d'être propre quand on fait la cuisine. Le moule est beurré. Voilà. Je te laisse verser la préparation dedans. J'ai les mains un petit peu sales avec le beurre. Et ensuite... Donc là, on va venir répartir la préparation. On vient venir couler la préparation du brownie dans le moule. Il faut savoir aussi une petite astuce quand vous justement vous préparez un moule pour une cuisson au four, vous pouvez le beurrer et en plus le fariner ou le sucrer. Ça crée une croûte autour qui facilite encore plus le démoulage. Donc n'hésitez pas, si chez vous vous avez un petit peu de sucre ou de farine, vous saupoudrez dessus, vous retournez votre moule, vous tapotez pour enlever l'excédent. Ben voilà, on est prêt pour aller au four, je crois. Allez, c'est parti. On enfourne ?
Et ben on va enfourner. Bon, je te laisse donc cette difficile tâche d'aller enfourner. Combien de temps on va l'enfourner, Pierre? Alors on part sur un temps de cuisson assez rapide, hein. Faut surveiller, mais en général 10-15 minutes suffisent. À 170 degrés. À 170 degrés. Après c'est toujours pareil, le gâteau au chocolat, soit vous l'aimez fondant, même on peut même très bien l'imaginer vraiment crémeux au milieu, pas encore cuit. Donc dans ce cas-là, vous partez sur une cuisson un petit peu plus forte et moins longtemps, de façon à ce que ça fasse une croûte autour et qu'ensuite quand on ouvre le brownie ça coule. Sinon on part sur un brownie plus classique, donc cuisson un petit peu moins forte et un peu plus longue, du coup on aura tout le gâteau qui sera cuit. Voilà, donc on va aller le mettre à cuire. Allez. Donc voilà, une fois que notre brownie sera cuit au bout de 10 minutes, ce qui est sympa toujours pour le dressage, c'est par exemple d'imaginer un petit chocolat fondu qu'on va venir mettre dans le fond de l'assiette. On pose notre brownie par-dessus, c'est toujours sympa. Donc Clément, je crois que notre brownie est cuit. On va pouvoir passer à l'étape de démoulage. C'est là qu'on va savoir s'il est réussi ou non. Alors attention, c'est chaud. Voilà, donc là on peut montrer, hein, il a une belle couleur et on a le dessus qui a fait une sorte de croûte. Et puis on va avoir un cœur plutôt fondant. Alors, pour le dressage, on est parti tout simplement sur un petit chocolat fondu qu'on va dresser dans le fond de l'assiette, par-dessus une part de brownie, et si c'est pas magique. Donc le chocolat fondu, c'est quelque chose de tout simple, hein. Vous mettez quelques petits carrés de chocolat dans une casserole, vous mettez à feu doux avec un petit peu d'eau, et vous obtenez comme ça un petit chocolat fondu en 2 minutes. On va couper une part de brownie, bon, on va être généreux aujourd'hui. On va le couper en deux. Hein. Exactement. Alors nous on a les petits moules qui vont bien, qui s'écartent pour démouler, c'est vrai que c'est quand même vraiment pratique. Donc on écarte tout le moule, voilà. Et vous voyez, on a un magnifique brownie, bien fondant au milieu, et avec ça, si on se régale pas, voilà, dressage simple pour la chose la plus gourmande du monde, je crois, qui est le gâteau au chocolat. On va tout de suite récapituler un petit peu le budget qu'il nous a fallu pour faire cette recette, on regarde. Pour réaliser ce brownie au chocolat, Pierre et Clément ont dépensé la somme de 1,50 €. Eh bien Clément, je crois qu'il est l'heure pour nous déjà de se quitter. Pas de panique, on se retrouve dès demain pour de nouvelles recettes. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet wte-tv.com pour retrouver toutes nos recettes en replay. Et puis nous, on se dit à demain. Bon appétit! Salut!